vous avez un intérêt pour le monde animal depuis longtemps? Oui, depuis toute petite, j'ai grandi toujours avec des animaux à la maison, donc c'est un contact que j'ai toujours eu. Euh, et puis, bah, assez naturellement, j'ai une famille aussi scientifique, donc je me suis vite intéressée à la biologie. Une fois que j'ai fait mon bac scientifique, j'ai fait une licence de biologie à Paris. J'ai fait ensuite un master d'écologie, écologie de la conservation, Ouais. et par lequel j'ai eu mon stage de master 2, donc de professionnalisation dans un laboratoire de recherche au centre d'études biologiques de Chizé, où j'ai fait un stage sur la personnalité du busard cendré, qui est un rapace des plaines agricoles, spécialisé des plaines agricoles. Et, euh, et puis, bah, dans le cours, j'ai eu le poste en thèse sur les effets des pesticides sur la perdrix grise, que j'ai aussi enchaîné jusqu'à mon poste actuel. Voilà. D'accord. De proche en loin, vous avez été amené bon, avoir un intérêt pour le monde animal, mais aussi à vous intéresser plus particulièrement, donc, on va dire à la faune aérienne, enfin aux oiseaux. C'est devenu un champ d'investigation et d'intérêt majeur. Oui, alors je suis pas passionnée par les oiseaux à la base. C'est pas forcément mes animaux de prédilection, mais les oiseaux, en fait, c'est des modèles biologiques qui sont beaucoup suivis en conservation. C'est un groupe d'animaux pour lesquels on a le plus de facilité à les suivre, aussi étrange que ça peut paraître qu'ils volent, mais en fait, c'est des oiseaux, c'est des animaux auxquels on a facilement accès. Donc, en termes d'études, de recherche, c'est facile de s'orienter vers ce type d'animaux plutôt que des gros mammifères ou des amphibiens, des reptiles, où c'est toujours plus compliqué. D'accord. Et est-ce que, avant d'aller vers le monde des oiseaux, est-ce que les conclusions qu'on peut tirer de l'observation et des impacts de l'activité humaine, on y viendra sur les oiseaux, est-ce que c'est des choses qu'on peut ensuite dupliquer sur d'autres espèces, sur d'autres mammifères, sur d'autres milieux? Oui, oui, oui. Alors toujours avec des pincettes parce que chaque animal est différent, chaque animal a sa propre sensibilité. Euh, mais en fait, ce qu'on essaye de chercher, alors à travers les oiseaux ou un groupe d'espèces, c'est un petit peu ce qu'on va appeler une espèce indicatrice de son environnement, une espèce drapeau, on dit flag species en anglais, qui va un petit peu représenter toutes les espèces de son écosystème. Et donc, s'il lui arrive à elle quelque chose, eh ben, ça veut potentiellement dire que les autres, ils font face aussi. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, dans votre poste à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, vous travaillez plus particulièrement donc sur le monde des oiseaux? Non, du coup, je suis sur toute la faune en général. Toute la faune en général, d'accord. Alors on en reparlera peut-être sur la faune, mais on va parler de votre sujet de thèse et celui aussi pour lequel vous avez reçu un prix, Jane Goodall. Donc cette population des oiseaux à laquelle vous êtes intéressé, la perdrix grise, si je ne m'abuse. Donc comment est-ce que c'est arrivé et qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir? Quelle était la problématique au départ? Alors, la problématique, c'était quels effets. En fait, la perdrix grise, c'est une espèce de gibier qui est chassée, hein, mais elle n'existe en France quasiment plus à l'état naturel. Les populations de perdrix grise en France, elles sont issues d'élevages conservatoires et de lâchers. Et en fait, du coup, c'est une espèce assez simple à étudier parce qu'elle est très sédentaire. Elle vit sur quelques hectares à peine. Elle est aussi assez facile à attraper, à suivre. Et elle peut servir voilà, d'espèce drapeau pour tout son écosystème. Et comme c'est une espèce qui finalement est presque déjà disparue, hein, elle a des problématiques de conservation très importantes, dont les effets des pratiques agricoles et dont les pesticides. Donc c'est quelque chose, c'est une problématique qui est venue assez naturellement, avec un modèle d'oiseau qui est facilement étudiable, puisqu'il vit à la fois en captivité dans les élevages conservatoires et qu'ensuite on les lâche. Et puis une problématique de santé environnementale, en fait, des pesticides, sachant que les résultats qu'on pourrait trouver sur la perdrix vont pouvoir s'étendre au moins à toutes les espèces d'oiseaux spécialistes du milieu agricole. Au départ, ce qui a alerté, c'est la perte d'équilibre en fait. Oui, 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 complètement. Bah, le fait qu'une espèce si commune il y a encore
il y a encore 50 ans, 70 ans, que les agriculteurs connaissaient très bien, que les familles de chasseurs connaissaient très bien, bah, en fait, on n'en voit plus. Et la seule manière d'en voir encore, c'est d'en élever et de les relâcher. Donc, on a basculé sur quelque chose qui n'est plus du tout naturel. Et la volonté maintenant dans les campagnes, c'est d'essayer de maintenir ces populations et qu'elles se reproduisent naturellement. Donc, d'essayer de développer des mesures conservatoires pour ne plus avoir à en élever et à en lâcher. Donc, d'où le fait d'essayer de comprendre pourquoi cette espèce ne se plaît plus dans les plaines agricoles. Alors pourquoi elle se plaît plus dans les plaines agricoles? Eh bien, il y a beaucoup de raisons, c'est multifactoriel. Alors, moi, je me suis concentrée sur les pesticides, qui ont donc très probablement un effet sur leur santé, sur leur conservation, mais c'est quand même un ensemble des pratiques agricoles, c'est-à-dire qu'il y a eu l'homogénéisation du paysage. Il y a encore quelques dizaines d'années, c'était des petites parcelles entourées de haies, avec beaucoup de variabilité dans les cultures. Maintenant, on a beaucoup de monocultures sur des énormes parcelles. Ça a beaucoup changé le paysage, en fait. Donc, et du coup, le changement de paysage va changer les dynamiques de tout l'écosystème. Et donc, au-delà de cette homogénéisation du paysage, il y a l'intensification. Et en plus des pesticides, on a le problème des moissons qui sont de plus en plus tôt et en fait qui se croisent avec la période de reproduction de ces oiseaux qui se reproduisent, qui nichent dans les champs. La perdrix, elle est vraiment inféodée à la culture, donc elle va faire son nid dans un champ de blé. Je vous laisse imaginer, elle a pondu ses œufs, la moisson arrive, il n'y a plus rien. Et c'est le problème de beaucoup d'oiseaux spécialistes de ces milieux. Alors, ça pose un problème au-delà de la perdrix grise, ça pose le problème auquel vous êtes confronté sûrement dans vos missions aujourd'hui de sécurité sanitaire, c'est que cette interaction entre le milieu humain et le milieu de la faune sauvage, il est aujourd'hui perturbé, mais la question qui se pose toujours, c'est le constat est fait, on connaît les causes, on imagine un peu les solutions, mais comment faire sur le moyen, au moins sur le court terme, mais sur le long terme, c'est très difficile. Parce qu'il faudrait changer les pratiques, il faudrait changer beaucoup de choses et là le chercheur dit quoi? Eh bien, le chercheur essaie de trouver des solutions plutôt très, très locales en fait. Je pense que c'est utopique de penser. Alors moi du coup là maintenant je travaille dans une instance gouvernementale qui gère plutôt ces problématiques à l'échelle nationale, mais l'expérience que je tire de ma thèse, c'est que les solutions se trouvent plutôt à l'échelle locale, avec les acteurs du territoire locaux, qui vont pouvoir proposer des solutions à la population d'oiseaux de leur milieu. C'est-à-dire que quelque chose qui va aller, donc moi par exemple j'ai fait ma thèse dans les Deux-Sèvres, une solution que les chasseurs, que les acteurs du territoire vont trouver dans les Deux-Sèvres ne correspondra pas forcément à une problématique dans le Nord par exemple. Et après, bon, pour la perdrix spécifiquement, il y a pas mal de solutions qui sont développées. Typiquement en Angleterre, ils ont connu le même déclin de perdrix grise que nous, et ils ont réussi à la réinstaurer, à la stabiliser, on va dire, à l'aide de mesures de gestion du paysage et de zones tampons en fait qui vont permettre aux perdrix de sortir un petit peu de. En fait, la perdrix à la base, elle était dans les bandes enherbées en bordure de champs. Comme il n'y a plus de bandes enherbées, elles vont dans le champ. Et donc là, elles sont confrontées à toutes ces problématiques de moisson et de pesticides. Donc en remettant des zones tampons, des grandes zones de friches qui vont pas être utilisées, qui vont pas être traitées, et ben les perdrix vont pouvoir se décaler dans cet espace-là, plus ou moins naturellement, et il faut potentiellement les aider. Et donc essayer d'éviter un peu plus ces destructions de nids et ces effets des pesticides qui sont délétères sur leur santé, autant sur leur survie que sur leur reproduction. On peut parler un petit peu de votre mission aujourd'hui, justement. Cette sécurité sanitaire, évidemment, elle touche tous les milieux de faune sauvage. C'est surtout la faune sauvage qui est votre point d'intérêt.
Alors, je m'occupe aussi de la faune domestique. D'accord. Mais du coup, on va dire que les problèmes qui sont liés à la faune domestique sont plus des accidents d'utilisation de produits phyto que la faune sauvage qui est vraiment victime d'un système, quoi. C'est pas forcément la même approche. Mais oui, mon travail actuel, c'est vraiment, donc je suis dans une unité qui s'appelle la phytopharmacovigilance. Et le but, c'est de faire remonter des signalements de problèmes qui sont arrivés dans l'utilisation normale de produits phytosanitaires. Et moi, du coup, je suis sur la thématique biodiversité. Donc, c'est à travers soit des articles scientifiques qui nous viennent par une veille, ou par exemple, je vais vous donner des exemples. Là, récemment, on a eu une publication sur la contamination de tortues en Camargue par une substance qui s'appelle la bentazone. Voilà, c'est un herbicide utilisé en riziculture. Donc, c'est un problème assez localisé. Hein. Donc, voilà, on a étudié ce signalement, voir si c'était quelque chose à faire remonter aux instances gouvernementales. Et puis, on finance aussi des études de recherche. On monte des projets pour répondre à certaines questions sur les effets des pesticides sur la faune sauvage. Vous avez eu le plaisir de recevoir, d'être lauréate d'un prix Jane Goodall, du Jane Goodall Institute. Cette reconnaissance par un prix avec une institution internationale, est-ce que c'est quelque chose qui est important? Alors personnellement oui, mais qui permet aussi effectivement de faire savoir, connaître et de peut-être aussi développer auprès de la population et des enfants aussi, puisque je crois que c'est aussi une partie de la question de la jeunesse, ces problématiques. Ça, c'est un effet levier important? Oui, ça a vraiment été très belle expérience, très belle opportunité pour moi de remporter ce prix. Déjà, voilà, personnellement, parce que c'est une valorisation de nos recherches qui fait plaisir parce que parfois on a un petit peu l'impression que nos recherches elles se perdent dans les limbes de la science et du coup d'être valorisé par un prix comme ça, c'est hyper enrichissant. Autant en tant que scientifique que jeune femme, que tout ça. En plus, par Jane Goodall, qui est vraiment un modèle pour beaucoup de jeunes femmes qui veulent devenir scientifiques, je pense, et de jeunes gens en général. Et après, plus généralement, sur mes recherches, oui, c'est un tremplin qui permet de faire connaître du coup, mes recherches, parce que c'était le but à la base, et qui me donne envie aussi d'essayer de m'investir. Alors, j'ai déjà réfléchi au programme Go Set Shoot, c'est voir ce que je pouvais faire. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de manière de le faire, mais je suis en train de me renseigner et voir ce que je pourrais faire. Sur la perte d'équilibre qu'on peut constater aujourd'hui dans la faune, est-ce que le milieu aquatique est touché lui aussi? Oui, et comment? Alors oui, le milieu aquatique est touché largement. Hein. De toute façon, c'est une problématique de santé publique actuelle, hein, la pollution des eaux en France par les pesticides et les PFAS. Donc évidemment, les animaux qui vivent dans l'eau, ils sont confrontés. Cependant, on rencontre une certaine difficulté à démontrer ces effets. En fait, en écologie, soit on fait des études un petit peu expérimentales, donc en laboratoire, en manipulant une substance, en maintenant les animaux en captivité, ou alors on essaye de faire vraiment en observationnel, d'aller regarder les animaux dans leur milieu, à quoi ils sont confrontés. Mais les études en expérimental, ça nous permet de cibler une substance sur une espèce et ça permet d'avoir des conditions contrôlées, mais c'est pas la vie réelle. Et à l'inverse, dans les études observationnelles, c'est compliqué de montrer quelque chose parce que il n'y a pas que les pesticides dans l'eau, il y a les PFAS, il y a les métaux lourds, il y a plein de choses, et puis il n'y a pas qu'une truite. Il y en a plein d'espèces avec plein d'autres crustacés, invertébrés, voilà. Et donc, quand on fait des études expérimentales, eh bien, on nous reproche que c'est pas la vie réelle, c'est pas ce qui se passe, donc les résultats sont moyennement pris en compte. Et puis, dans les études observationnelles, on nous dit, oh là là, mais vos effets que vous montrez, ils sont complètement dilués parce que c'est pas, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que c'est pas possible de montrer ça. Donc, c'est toujours compliqué en biodiversité de dire, est-ce qu'il y a un réel impact sur ça?
Alors, je vais vous dire, les eaux sont polluées. Il y a des diminutions d'abondance de certaines espèces aquatiques. Elles sont plus ou moins mises en lien. Mais pour l'instant, il n'existe pas de preuve par A plus B que les pesticides sont responsables du déclin de quelque espèce qui vit dans l'eau. On a une question qui clôture tous les entretiens qu'on a, c'est est-ce que vous avez un animal qui vous suit, un animal préféré, totem ou autre, pour lequel vous avez un intérêt particulier? Bah, je pense que c'est le cheval. Voilà. Pas forcément très original, mais non, mais ouais, on n'a pas eu... Depuis toute petite, j'ai mon cheval, j'ai une relation avec lui qui est très particulière et je pense que c'est l'espèce qui me touche le plus, avec aussi problématiques plus scientifiques du cheval sauvage, voilà. Cette problématique, elle existe aussi pour le monde du cheval? Alors, pas pour les pesticides. Non. Après, il faut savoir qu'il n'y a plus de cheval sauvage du tout dans le monde, hein, depuis longtemps. La dernière espèce sauvage, c'était le cheval. Alors, c'est pas forcément juste, mais pendant longtemps, on a cru que c'était le cheval de Przewalski, qui est un cheval qui vit en Mongolie, et dont il y a un programme de conservation dans le Massif central sur le Cosméjean. Voilà, c'est l'association TAC. Je leur fais un petit peu de pub parce que je sais que c'est compliqué financièrement en ce moment. C'est une super association qui essaie de conserver le cheval de Przewalski et qui a un partenariat avec la Mongolie pour essayer de repeupler les plaines mongoles avec cette espèce qui a été chassée et qui est disparue. Donc, les chevaux, ils ont surtout été confrontés à la chasse et à l'exploitation des hommes pour la viande et puis l'utilisation comme monture. Mais j'ai pas connaissance de problématiques liées à l'agriculture. D'accord.